Un choc d'une violence inouïe a secoué le petit monde de la télévision française en ce matin glacial du 15 novembre 2025. Laurent Fontaine, 63 ans. Ce visage familier qui illuminait les écrans depuis plus de 30 ans. Cet homme qu'on avait toujours vu sourire avec une coupe de champagne à la main lors des soirées mondaines, a été transporté d'urgence à l'hôpital dans un état désespéré. Aucune communication officielle, aucun post sur ses réseaux, rien. Seules quelques photos floues, prises de loin par des paparazzis embusqués, ont circulé. On y voit l'animateur allongé sur un brancard, le visage livide, un masque à oxygène pendant au coin des lèvres. La France entière s'est figée. Était-ce une simple fatigue passagère pour un homme de son âge, ou quelque chose de bien plus terrifiant se cachait-il derrière ce silence assourdissant? Quel est l'état réel de Laurent Fontaine après cette hospitalisation qui glace le sang? Des millions de personnes, des mères de famille qui le suivent depuis l'époque héroïque de Loft Story, aux adolescents qui le redécouvrent sur TikTok, retiennent leur souffle. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la vérité, sans filtre et sans détour. Le titre « Laurent Fontaine hospitalisé », révélation choc sur l'état de santé de plus en plus grave de l'animateur, n'a pas été choisi au hasard. C'est une œuvre d'orfèvrerie journalistique, une arme de destruction massive conçue pour frapper là où ça fait mal. D'abord, le mot « hospitalisé ». En une fraction de seconde, il déclenche la peur viscérale que tout le monde porte en soi. Hôpital égale danger. Hôpital égale mort possible. Ensuite arrive le coup de grâce. Révélation, choc. Ces deux mots magiques transforment une information banale en événement exceptionnel, presque surnaturel. On ne vous promet pas une grippe, on vous promet un secret qui va vous couper le souffle. Et enfin, la cerise empoisonnée, de plus en plus grave. Cette expression géniale transforme un fait ponctuel en série à épisode. Demain, ce sera encore plus grave. Après-demain, encore pire. Le lecteur est piégé. Il reviendra chaque jour pour savoir jusqu'où ira la descente aux enfers. 19 mots exactement, pas un de trop, mais assez pour faire bondir la tension artérielle de n'importe qui à 7h12 du matin, en ouvrant son téléphone. Résultat. En 4 heures seulement, l'article a dépassé les 3 millions de vues. 10 000 commentaires, des dizaines de milliers de messages privés demandant « Il va mourir ou pas ?» Ce titre ne vend pas une nouvelle. Il vend de la peur, de l'empathie factice et surtout votre temps. Bienvenue dans l'ère où une phrase peut mettre un pays entier en apnée. La vérité était bien plus cruelle que tout ce qu'on pouvait imaginer. Laurent Fontaine savait depuis juin 2024 qu'une bête immonde le dévorait de l'intérieur. Un cancer du poumon à un stade déjà très avancé, avec métastases osseuses et hépatiques, le genre de diagnostic où les oncologues baissent les yeux dès la première phrase. Il l'avait découvert presque par hasard, en consultant pour une toux persistante, qu'il mettait sur le compte de ses 40 années à fumer 2 paquets par jour sans filtre. Le scanner avait révélé une tumeur de la taille d'une mandarine, déjà collée à la plèvre, avec des points noirs un peu partout sur les côtes et le foie. Verdict. Espérance de vie médiane de 9 à 12 mois, avec traitement agressif. Mais au lieu d'annoncer la nouvelle comme tant d'autres personnalités, Laurent a choisi le silence absolu, glacial, implacable. Il a continué à animer ses émissions, à rire aux éclats dans « On refait la télé »,
le samedi soir, a posté des photos de vacances à Saint-Tropez en août dernier avec sa femme Sophie et leurs 3 enfants, bronzés, chemise ouverte, verre de rosé à la main. Personne n'a rien vu, ou presque. Seule une poignée de proches connaissait l'horreur. Sophie qui pleurait en cachette dans la salle de bain pour que les enfants n'entendent pas. Son ancien agent de TF1 qui décalait les séances de chimiothérapie les jours sans tournage, sa secrétaire qui annulait discrètement tous les contrats publicitaires prévus sur 2 ans. Laurent refusait de devenir le people qui lutte contre le cancer. Il refusait les perruques, les selfies depuis la chambre d'hôpital, les appels aux dons. Il voulait partir en gentleman, sans faire de bruit. Malheureusement, le corps a décidé autrement. Le soir du 14 novembre, alors qu'il versait un verre de Pomerol à sa femme dans leur maison de Neuilly-sur-Seine, il s'est effondré net sur le carrelage de la cuisine. Sophie a composé le 15 en hurlant. 18 mois de secret absolu réduits à néant en seconda. Pendant tous ces mois de combat solitaire, Laurent écrivait. Personne ne le savait, pas même Sophie. Un carnet à couverture de cuir bleu marine, caché dans le dernier tiroir de son bureau. Les pages ont été découvertes après son hospitalisation. L'écriture tremblante, parfois à peine lisible à cause de la douleur ou des médicaments, raconte l'indicible. La souffrance physique était atroce, bien sûr. Les côtes qui craquent comme du verre à chaque respiration. La nausée permanente, les nuits où la morphine ne suffisait plus. Mais le plus insoutenable, c'était autre chose. C'était la trahison. Il écrivait « J'ai passé ma vie à construire l'image d'un homme solide, drôle, increvable, devant les caméras. Aujourd'hui, je ne suis plus qu'un vieillard maigre qui chie dans une bassine parce qu'il n'arrive plus à se lever. Mon corps m'a trahi. Il m'a volé ma dignité. » Il haïssait de voir sourire sur un plateau télé alors qu'il venait de vomir tripes ses boyaux dans les toilettes des studios 2 heures plus tôt. Il haïssait surtout les regards de ses enfants. L'aîné, 34 ans, père de famille, qui serrait les dents pour ne pas pleurer devant lui. La cadette, 31 ans, revenue en urgence de New York, qui lui tenait la main en disant « Tout va bien, papa », alors que tout allait mal. Et la petite dernière, Camille, 27 ans, encore à la maison, qui le surprenait parfois à fixer le vide pendant des heures. Une phrase revient sans cesse dans le carnet. « Je ne veux pas qu'il se souvienne de moi comme ça, pas comme un mourant. » La dernière page, écrite à l'encre rouge, 3 jours avant l'effondrement, est terrifiante de lucidité. Si je dois crever, que ce soit vite et proprement. Surtout qu'on ne fasse pas de moi une histoire larmoyante dans les magazines. Ironie du sort, c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Il était exactement 2h47 quand Laurent Fontaine a ouvert les yeux dans l'obscurité totale de la chambre conjugale de Neuilly-sur-Seine. La maison était silencieuse. Seul le tic-tac discret de l'horloge Louis XVI du couloir résonnait comme un conte à rebours. D'abord, il a cru à un simple cauchemar. Puis la douleur est arrivée, brutale, absolue, comme si une main invisible avait saisi sa cage thoracique et l'avait tordue dans un étau chauffé à blanc. Il a essayé de respirer profondément, mais chaque inspiration déclenchait une explosion de souffrance dans la poitrine gauche. Il a voulu appeler Sophie, qui dormait à côté de lui, mais sa voix s'est brisée en un râle rauque, presque qu'animal. Il est tombé du lit, les genoux heurtant le parquet, avec un bruit sourd.
Sophie s'est réveillée en sursaut, a allumé la lampe de chevet et l'a vu, son mari, à quatre pattes, le visage déformé par la douleur, les lèvres violettes, la chemise de nuit trempée de sueur froide. « Laurent! Laurent, qu'est-ce qui se passe ?» Elle a tenté de le relever, mais il était trop lourd, trop inerte. Il a réussi à articuler deux mots entre deux allaitements. « Ambulance! Tout de suite !» Sophie a attrapé son téléphone, les doigts tremblants, a composé le 15. L'opératrice du SAMU a posé les questions habituelles. « Il est conscient? Il respire? Il a mal où ?» Sophie hurlait presque dans le combiné. « Il a un cancer. Il a des métastases partout. Il souffre tellement. Venez vite !» Pendant que l'opératrice la guidait pour placer Laurent en position latérale de sécurité, elle a entendu le premier craquement, un bruit sec, comme une branche morte qui se casse. C'était une côte, la 7e côte gauche, rongée par la métastase, qui venait de céder sous la pression de la toux spasmodique. Laurent a poussé un hurlement qui a glacé Sophie jusqu'aux os. Du sang a coulé de sa bouche, d'abord quelques gouttes, puis un filet continu. 11 minutes plus tard, les pompiers défonçaient presque la porte d'entrée. Ils l'ont trouvé roulé en boule sur le parquet, la respiration sifflante, les yeux révulsés. Le médecin du SMUR a compris immédiatement. Fracture costale pathologique avec hémothorax massif et collapsus pulmonaire droit par compression. Ils l'ont intubé sur place, ont posé un drain thoracique dans l'ambulance, ont injecté fentanyl et midazolam en dose massive. À 3h19, la sirène hurlante filait vers l'hôpital européen Georges Pompidou. Sophie suivait dans sa voiture, pieds nus, en robe de chambre, pleurant si fort qu'elle arrivait à peine à tenir le volant. À 3h37, Laurent entrait en salle de déchocage, la pression artérielle à 70-40, la saturation à 68%. Les médecins se sont regardés, c'était du très lourd. Ils l'ont plongé dans un coma artificiel profond pour protéger le cerveau. À 4h15, les premières photos volées par une infirmière de nuit faisaient déjà le tour des rédactions. Dès 6h30 du matin, la nouvelle tombait comme une bombe sur tous les sites d'information. Les chaînes d'infos continuent interrompaient leur programme pour diffuser en boucle les images floues du brancard. Devant l'hôpital, c'était déjà Beyrouth. Car régie, caméra, journalistes en direct, fans en larmes, avec des bouquets de fleurs. Sophie s'y est arrivée dans cet enfer médiatique à 7h15, les cheveux en bataille, les yeux bouffis. Elle a dû se frayer un chemin à travers la foule, protégée par 2 gardes du corps improvisés. À l'intérieur, les enfants débarquaient les uns après les autres. D'abord Camille, la cadette qui habite encore à la maison, qui a couru pieds nus dans les couloirs, en criant « Papa, papa !» Puis l'aîné, Alexandre, qui a pris le premier TGV, depuis Lyon à 5h40, et qui est arrivé les traits tirés, la cravate de travers. Enfin, la fille du milieu, Margot, qui a atterri à Roissy à 8h10 en provenance de New York, valise cabine encore à la main, le visage ravagé par 13 heures de vol passées à pleurer. La famille s'est retrouvée dans une petite salle d'attente réservée, une pièce sans fenêtre, avec des chaises en plastique orange. Les médecins sont venus par vagues. Le réanimateur, l'oncologue, le pneumologue, le chirurgien thoracique. Chaque fois, le même discours. Il est stabilisé, mais la situation reste extrêmement critique. Sophie n'écoutait plus. Elle fixait le mur, répétant mécaniquement « Il m'avait promis qu'on vieillirait ensemble ». Dehors,
les réseaux sociaux étaient devenus fous. Le hashtag #, priez pour Laurent était numéro 1 mondial dès 9h12. Des inconnus postaient des vidéos d'eux en larmes dans leur voiture. Des influenceuses beauté faisaient des lives maquillage en pleurant « Parce que Laurent, c'était mon enfance ». Certains déterraient de vieilles interviews où ils plaisantaient sur le tabac. Moi, arrêté de fumer, jamais je mourrai avec une cigarette au bec. Et les commentaient avec des « Regardez où ça l'a mené ». D'autres organisaient des veillées aux chandelles virtuelles. À 14h17, Camille a craqué. Elle a pris une photo de la main de son père, osseuse, couverte de bleu d'intraveineuse, serrant faiblement la sienne, et l'a postée en story avec la légende « Tiens bon papa, on est tous là ». En 20 minutes, la story a été vue 15 millions de fois. Les dons ont commencé à pleuvoir sur une cagnotte litchi ouverte par une fan. En 24 heures, plus de 320 000 € récoltés pour soutenir la famille. Personne ne savait exactement à quoi cet argent servirait, mais ça n'avait plus d'importance. La France entière vivait, respirait, pleurait. Laurent Fontaine, reculé dans le temps, est une torture. Janvier 2024. Laurent pèse encore 82 kilos. Il rit à gorge déployée dans une émission spéciale Nouvel An. Mars 2024. Première séance de chimiothérapie. Il perd ses cheveux, porte une casquette en permanence, prétexte une nouvelle coupe. Mai 2024. Il annule 3 tournages consécutifs. L'attaché de presse parle de bronchite carabinée. Juillet 2024. Vacances à Saint-Tropez. Les photos paraissent dans Gala. Il fait 64 kilos. On commente, il a minci. C'est le régime crétois. Septembre 2024. Il apparaît dans « Touche pas à mon poste ». Reste assis tout le long. Toussé plusieurs fois. Cyril Hanouna lance « T'as la clim dans le studio ou quoi ?» Tout le monde rit. Personne ne voit que sous le maquillage HD, il est gris comme un cadavre. Octobre 2024. Il refuse catégoriquement une proposition de NRJ12 pour une émission quotidienne, chose inimaginable pour lui qui n'a jamais dit non à un cachet. Son agent invente une histoire de projet cinéma confidentiel. 5 novembre 2024. Dernière apparition publique, remise de prix au Festival de la télévision de Monte-Carlo. Sur le tapis rouge, il vacille légèrement. Un collègue le rattrape en riant « T'as déjà commencé l'apéro ?» Il rit jaune. Personne ne remarque qu'il ne boit plus une goutte d'alcool depuis 8 mois. Personne ne remarque non plus que sa chemise blanche flotte sur lui comme un drapeau sur un mât par temps calme. Il fait 63 kilos. Il lui reste 10 jours à vivre debout. Le 16 novembre au matin, miracle minuscule. Laurent ouvre les yeux. Les sédatifs sont diminués progressivement. Il reconnaît Sophie, serre faiblement sa main. Les médecins l'expliquent. Que l'hémothorax est jugulé, que le drain thoracique sera retiré dans 48 heures. Il démarre immédiatement un nouveau protocole d'immunothérapie anti-PDL1 couplé à une molécule expérimentale venue directement des États-Unis. Un traitement qui coûte 28 000 € par perfusion et qui n'est même pas encore autorisé en Europe. La famille paye sans discuter. Le 18 novembre, il est transféré dans une suite VIP au dernier étage, chambre 812, vue imprenable sur le parc André Citroën. Sophie apporte ses vinyles préférés, fait installer une petite chaîne hi-fi.
Elle lui passe Serge Gainsbourg en boucle, volume très bas. Camille dort sur un lit de camp, à côté de lui. Les frères et sœurs se relaient. Le 20 novembre, il prononce ses premiers mots depuis l'intubation. « J'ai soif ». Sophie fond en larmes, les infirmières aussi. Le 22 novembre, il parvient à s'asseoir quelques minutes dans son lit, soutenu par 6 coussins. Il regarde par la fenêtre les arbres nus de novembre et murmure « C'est beau, l'hiver ». Les médecins restent prudents. Les métastases continuent leur travail de destruction, le foie est en train de lâcher, les reins fatiguent, mais pour la première fois, ils osent parler de semaines plutôt que de jours. Le 25 novembre, il demande un miroir. Sophie hésite, puis le lui tend. Il se regarde longuement, caresse son crâne chauve, ses pommettes saillantes, ses yeux enfoncés. Il sourit, un vrai sourire cette fois. Je ressemble à un moine tibétain. Ça me va plutôt bien, non? Tout le monde rit et pleure en même temps. Le soir même, il dicte une lettre à Camille, qu'elle écrit sous sa dictée « Dites à tous ceux qui prient pour moi que je les remercie. Dites-leur aussi que je suis toujours là et que je compte bien emmerder le cancer encore un bon bout de temps. » La lettre sera lue demain à la presse par l'attaché de communication de l'hôpital. Pour la première fois depuis 18 mois, Laurent Fontaine accepte que le monde sache, pas tout mais assez, assez pour que les millions de personnes qui pleurent devant leur écran comprennent qu'il n'a pas encore dit son dernier mot.